Amis du soir, bonsoir, bienvenue donc Backcheck, notre émission de débrief qui va vous permettre de voir ou de revoir tous les buts de la soirée. On a une nouvelle fois passé une très bonne 7e journée de National League et on va vous la résumer en une phrase avec nos consultants. Oui, un bien inarrêtable, de nouveau victorieux ce soir à domicile. Très belle performance du HC Davos, un match très sérieux de l'équipe de Dale Courtois. Des Fribourg s'incline à la maison contre un Zurich qui commence à ressembler à un Zurich. Genève, de son côté, a perdu à Zug, mais l'image du jour, on voulait la mettre en avant. C'est le premier but d'André Sandbull cette saison et c'est le renouveau peut-être du HC Davos. Vassogo. La donne est toujours aux victoires à l'extérieur. En ce début de saison, on en parlait dans notre émission mardi. La constance se poursuit et vous le verrez encore ce soir qu'il s'est passé beaucoup de choses et de bonnes choses pour les équipes qui sont en déplacement. On va attaquer ce backcheck avec un premier débrief dans la rencontre entre Lugano et Langnau. Partir à la Corner Arena ne fait désormais plus peur pour les Emmentalois puisqu'ils sont en ce début de saison très habiles, très astucieux sur la route. Et ils l'ont encore prouvé ce soir au Tessin avec un match qu'ils ont parfaitement goupillé. Et messieurs, on va voir le 1-0 signé Johansson, de quoi parfaitement lancer le match. On entre à la 23e minute de jeu, Serge, et ce but en powerplay. Oui, une situation de powerplay justement qui, on voit devant le filet, je veux dire, on masque la vision de Merslinkin ici, puis ça a pris un moment d'inattention. Il n'a pas pu justement capter le palais sur sa gauche. Alors, c'est un joli but en situation de powerplay en umbrella de la part de Langnau. Langnau a une puissance, c'est son jeu de puissance, pour reprendre le mot. Ils vont s'en inspirer pour encore inscrire le 2-0 par Raphaël Kuonen, qui réalise, Marc, un Gaudron, un très bon début de saison, bien servi par Glauser. Tout à fait, à peu près le même but que celui qu'on a vu avant, la même situation de shoot. On attend que les gens viennent devant la cage, les joueurs se présentent, pas de pression sur le gars qui va shooter, il a le temps d'ajuster, on voit bien qu'il regarde. Côté opposé, peu de chance pour le gardien de but, beaucoup de trafic devant la cage, du jeu simple. Langnau joue un hockey efficace. Messieurs, Lugano a pris 2 buts semblables contre Ambry mardi, exactement un droitier qui est du côté gauche avec D'Agostini qui était là. Ça fait 3 buts ou 4 buts en 2 matchs qu'on prend exactement de la même façon. Moi, je suis un peu étonné quand même de l'infériorité numérique de Lugano, qui n'a pas le défenseur qui sort justement pour au moins gêner le tireur. Ça donne beaucoup de temps et puis beaucoup d'espace à Kuonen dans ces 2 occasions-là pour pouvoir toucher la cible. On a vu le 3-0 parce que Lugano va boire le calice jusqu'à la ligne avec cet autogol de Mauro Jörg. Les Tessinois vont quand même parvenir à sauver l'honneur dans cette rencontre avec une réussite pour Jani Lajunen, le joueur étranger de cette équipe tessinoise qui profite là d'une erreur à la relance adverse, Serge. Oui, effectivement, on demande aux défenseurs de jamais effectuer ces genres de passes-là en diagonale dans notre territoire. On voit que Lajunen est très bien placé, justement, dans le haut du territoire. Et puis, c'est un jeu d'enfant pour lui de remettre le puck de l'autre côté et puis ouvrir la marque pour Lugano. La passe était jolie quand même, c'est Hoffman, hein? Fin de shoot. Ouais. Hoffman souvent prend sa chance de là, le gardien s'est compromis. Hop. Puis c'est pas facile parce qu'il fait la fin de shoot puis il doit la ramener rapidement en diagonale. C'est un geste technique qui n'est pas évident. À mon avis, Langnau un peu moins concentré. Le match était un peu plié, fin du match. Les joueurs étaient déjà la tête au vestiaire, mais... Ça va être une bonne raison à Heinz Sellers pour faire la gueule. Faut dire quelque chose. Sait que c'est un gars qui est très difficile, qui est très exigeant. Au lieu d'être content, il va dire les gars, le dernier but. Il ne va pas faire la tête très longtemps parce qu'ils ont encore marqué dans la cage vide les Emmentalois. Mais j'ai encore envie d'ouvrir la discussion, Serge. Langnau, en ce moment, à l'extérieur, ça fonctionne bien. Ils en passent 7 à Davos, ils vont gagner à Lugano. Ces équipes bernoises, en ce début de saison, et à Zurich, ça cartonne bien pour Heinz Sellers. Effectivement. Disons que Langnau, déjà au départ, est un client qui n'est pas commode à affronter.
Cette saison, ils ont une équipe qui est équilibrée, des bons jeunes qui sont également arrivés dans leur contingent. Donc, ils ont un très bon début de saison. Je pense que la préparation a été excellente du côté de Lagno. On leur souhaite que ça se poursuive plus longtemps que la saison dernière. Moi, j'ai discuté avec Jörg Reber, le directeur sportif de Lagno cette semaine. Mercredi soir, j'étais à Berne pour un match de Junior Elite. Il était là. Et puis, on a parlé d'Heinz Sellers, puis il a dit qu'il était enchanté du travail d'Heinz Sellers. Il dit c'est un homme de hockey. Il dit on sait qu'on a des moyens limités, on n'a pas tant de talent, mais il réussit toujours, année après année, à faire quelque chose avec cette équipe. On a un prétendant au play-off chaque année. Il dit avec Friendzone, on a refait à Lagno le duo qu'il y avait à Lausanne. Vous vous souvenez, quand Lausanne est monté en Liga, il y avait Ehlers et Friendzone. Ils ont réussi à faire les play-offs. Et puis, il dit on a créé... il dit Heinz Sellers, c'est un gars qui est grumpy, comme on dit en anglais. C'est un gars qui n'est pas toujours très gentil avec les joueurs, enfin, souvent la gueule un peu, etc. Tandis que Friendzone, c'est Mr. Nice Guy, il est gentil. C'est lui qui arrange le coup derrière. Donc, ils font un bon mix des deux. Bon flic et mauvais flic, là. Bon c'est flic un peu et mauvais flic. C'est un joli duo. Voilà, Exactement, joli duo. C'est clair. Nouvelle rencontre, Fribourg à la BCF Arena dans son entre face à Zurich. C'est un match où il ne fallait pas arriver en retard, messieurs, dames, parce que tout s'est joué dans les 10 grosses premières minutes de cette rencontre. Troisième minute de jeu, c'est Zurich qui va tirer en premier. Et quand on parle de tirer, on peut s'appuyer sur le lancer, que ce soit un slap shot ou un tir du poignet. La vista de Maxime Neuro, Serge. Oui, effectivement, Neuro qui avait mis fin au match avec un but, un tir frappé sur réception contre Ambry il y a 2 jours à l'Allenstadion. Ce soir, qui rouvre la marque, je pense que les matchs s'enchaînent et se ressemblent pour Maxime Neuro. C'est un bon transfert. Il devait trouver appui défensivement avec Kevin Klein encore. C'est peut-être pas la même affiche, mais Neuro, pour l'instant, réussit son début de saison. Et disons qu'avec un sniper comme lui à la ligne bleue, si on lui donne du temps, c'est sûr que c'est dangereux. Chaque occasion, on peut assister à un but. Et on le voit, ces buts en power play, c'est toujours la même chose. C'est des schémas un petit peu qu'on connaît par cœur, mais ça marche. Des gens devant la cage, de la circulation, des bons lancers de la ligne bleue, hauteur de la barre, et puis c'est go. On a vu le 2-0, cette passe en retrait qu'aucun Fribourgeois n'a pu récupérer. Mais Fribourg va revenir. La super vista de Michel Birner pour le but de l'Otak, Stéphane. Je dirais qu'il était temps. Michel Birner qui ne fonctionnait pas depuis le début de la saison, c'est moi qu'on puisse dire. L'Otak a reçu un bon... Le puck est arrivé sur son patin droit. Joli geste technique. La passe est un peu longue. Il allait en contrôle du pied droit. Il a ramené sur sa canne. Il a pu battre le gardien. Donc, belle exécution de la part surtout de l'Otak. Birner a mis la rondelle un petit peu devant. Bon, belle vista, mais mauvaise exécution. Puis l'autre, bonne exécution. On vous disait que tout s'était joué dans ces 10 premières minutes. Donc, si vous avez compris, le score est resté sur 2-1. Mais on a encore 2 séquences à vous montrer dans cette rencontre, notamment une charge sur Nathan Marchand qui peut amener peut-être à discussion, ou en tout cas à ton analyse, Stéphane. Au Café du Commerce, ça va discuter, mais pour moi, il y a strictement rien. Donc, évidemment, les spectateurs crient toujours ce genre de... Regardez, le contact est franc, correct. Les porteurs de la rondelle, il fait simplement lui barrer la route. C'est que Nathan Marchand est en déséquilibre au moment de la charge. Il est en bas. J'ai l'impression qu'il s'est fait mal au genou droit, quelque chose comme ça. A peut-être été choqué, mais il n'y a aucun contact contre la tête. Je vois rien de dangereux, même pas proche pour moi. Et là, Marchand est à 1 mètre de la balustrade. On dit toujours, attention, il faut se protéger, il faut s'appuyer contre la bande et tout. Là, il est juste un petit peu loin de la balustrade. Il tombe contre la bande et je pense que c'est ce choc-là qui lui fait plus mal que la mise en échec. Certains pourront peut-être parler d'une charge à la bande, mais c'est même pas une charge, c'est plutôt il coupe la route, je ne sais pas, Serge. Moi, je pense aussi sur l'action en question, on a une différence de poids également entre les 2 joueurs. Donc, la mise en échec est un peu appliquée, mais je pense que le poids, avec la force de l'inertie, ça a malheureusement causé cette blessure. Forcément qu'en direct, on a aussi une autre impression peut-être et on est derrière son équipe et on a tendance à hausser la voix, ce qui paraît tout à fait, bien sûr, normal. Il y a encore une occasion parce que Fribourg n'est pas passé loin du 2-2 en fin de rencontre avec un Julien Sprunger. On entre dans les 3 dernières minutes de jeu et le numéro 86 va toucher du poteau. C'est un jeu de la canne, marque du gardien Flueller qui fait la différence et qui permet aux Zurichois de gagner le match finalement. Oui, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les équipes qui se déplacent jouent très simplement. Vous avez vu comment le box, là, la petite boîte est minuscule devant le gardien de but. Il n'y a plus d'angle. On est obligé de choper les poteaux parce que devant la cage, il n'y a pas de place. Et c'était la même chose ce soir, Davos-Lausanne. Le devant du filet était tellement occupé par Davos que Lausanne était resté en périphérie. Là, on a l'impression qu'il chope le poteau, mais en fait, il ne voit même pas le gardien. Il y a 5 gars devant la cage, plus le goalie. Ouais. Tu ne peux pas marquer. Ouais. La planade, pas une vision de la planade, par contre. Hein, Serge? Ouais.
Hein? Ouais. Petite vista, un petit coup d'œil à la piquée Souban, là. Clignotant à droite, passe à gauche. Non, mais la passe, c'était joli. Oui, c'est vrai. Très joli. Aurait pu avoir un goal. Normalement, un marqueur comme Sprunger met ces pucks-là. Il va s'en vouloir parce que ça, c'est... C'est un puck de match, c'est fait. Ouais. Tout Mais cas, donnons le crédit au gardien. C'était un big save. Pas assez proche, ça compte pas. La chance au courant. victoire donc au final 2-1 de Zurich et je vous propose une petite réaction à l'issue de cette rencontre, c'est celle d'un Fribourgeois, Kylian Motet. Kylian Motet, Fribourg fait un bon match, mais finalement perd tout dans cette première période. Ouais, effectivement, je pense qu'on a bien joué, mais voilà, on prend malheureusement pas de points, donc c'est un peu décevant, mais il faut retenir un peu le positif. C'est vrai qu'on a bien travaillé. Justement, c'est quoi le positif dans ce genre de match? Je pense qu'on a bien travaillé, on a été assez discipliné, mais voilà, malheureusement, on n'arrive pas à mettre le puck au fond, et puis c'est ça qui fait la différence. Ce manque d'efficacité, comment vous l'expliquez justement? Parce que les occasions, elles sont là, hein, clairement. Ouais, effectivement, c'est clair, elles sont là. Il faut qu'on mette le puck au goal, qu'on travaille pour mettre ce puck au fond, et puis c'est sûr que ça va tourner. Merci beaucoup, Kylian Motet. On va passer à notre match studio Lausanne contre Davos. Des Lausannois qui se voulaient de chercher un petit peu un rythme, jamais de victoires consécutives, et des Davosiens qui de leur côté n'avaient pas bien négocié, c'est le cas de le dire, les deux dernières sorties. Et à ce jeu-là, c'est Arnaud Delcourteau qui a le mieux surpris tout le monde avec un très bon début de match de ses joueurs. On ouvre le score, messieurs, en PowerPress. C'est le premier pipi de la soirée et il faut même pas 30 secondes à André Sambul, Marc, pour ouvrir le score. Oui, Stéphane en avait parlé en préambule. Sans quelques invariables, il faut un bon gardien de but, il faut un bon powerplay, il faut quelques éléments pour gagner les matchs de hockey. Le premier powerplay, c'est goal, Ambul au milieu, Serge en a parlé, one-timer, reprise de volée. Il n'y a rien à faire. Si on ne s'occupe pas de ces joueurs-là, ils vont nous faire mal. Et Lausanne a été passif toute la soirée, ils ont payé le prix. Passif, Serge, jusqu'à ce 2-0, là, la défense paraît pas très bien. Oui, effectivement. Tout au long de la soirée, ce soir, la défense de Lausanne a donné énormément d'espace à Davos. Davos est une équipe qui peut patiner. Il y a beaucoup de marchands de vitesse dans cette équipe-là. Et puis, lorsqu'on laisse justement autant d'espace que ça à Lausanne, à Davos, Davos en a profité. Et puis, on a pris également des pénalités parce qu'on a été difficilement en contrôle justement de la vitesse de Davos. 2-0 à l'extérieur, c'est bon à prendre, mais on a eu l'impression que Lausanne, à un moment donné, Stéphane, était capable de marquer ce but qui pouvait peut-être les faire espérer quelque chose. À 2-0, tu peux revenir dans le match, c'est certain. On a essayé du côté de Lausanne, mais là, c'est un truc, je pense qu'on va se répéter souvent. C'est la première fois que je le dis, je pense que je vais leur dire. L'absence de Jeffrey va... Bien sûr. On a manqué clairement de punch en attaque ce soir. Jeffrey, on l'a vu sur le power play, même à 4 contre 5. Sur les engagements, l'absence de Jeffrey a changé, puis la passivité des joueurs ce soir, c'est bizarre. On n'est pas sorti très agressif du côté de Lausanne, assez étonnamment. Et on y a cru un petit moment, mais juste un petit moment. On va regarder la suite, parce que c'est bien Davos qui va pouvoir enfoncer le clou avec le 3-0. Encore en situation spéciale, Serge. C'est Lucas Stop, cette fois-ci, qui s'en vient battre un Zurkirchen masqué par son défenseur étranger. Oui, effectivement. C'est une belle triangulation de la part de Davos, justement, dans le haut du territoire lausannois. Et puis, on voit le défenseur Stop ici qui, même s'il est droitier, se donne une angle de tir justement pour l'avantager, ce qui a facilité justement son but. On enchaîne la suite de cette rencontre. D'abord, la réduction du score apparemment attribuée à Étienne Froidevaux sur le lancer de Jonas Lundland, Marc. Oui, il y a eu une longue discussion. Il a touché ou pas touché à la rondelle. Disons que c'est un peu anecdotique, hein, sincèrement. Le but qui arrive à ce stade-là du match, on ne sentait jamais Davos en danger. Et bien, la preuve derrière, 2 buts un petit peu dommage, ça alourdit l'addition. Mais chapeau bas à Davos, chapeau bas à Arnaud. Ce soir, sincèrement, une équipe solidaire. Ils ont bien voyagé. Ils ont livré, en tant qu'entraîneur, ils ont livré un match parfait. On a vu le but d'Inti Pestoni dans la cage vide. Il y aura encore la réussite d'Egli pour sceller le score final à 5-1. Stéphane, Lausanne, ce soir, ne pouvait pas espérer mieux.
Je pense que le coach va vous dire oui, mais moi, je pense que le fait saillant de la soirée, ce qu'il faut retenir de la soirée, c'est le changement drastique de style du HC Davos. On en a parlé aux pauses, je l'ai analysé. On s'est mis 5 en patinage arrière au milieu de la zone au lieu de courir à gauche, à droite, avoir un forechecking très agressif. On a changé la défensive homme pour homme en défensive de zone. Marc l'a dit, on vient tous de... Tout le monde joue un peu comme ça maintenant. Même Davos, 5 devant la cage, on se regroupe très... Et puis ça, marquez-le sur votre calendrier. Le 5 octobre 2018, Arnaud a décidé de changer de style. C'était évident ce soir. Pas la même équipe. Mais si les joueurs ont acheté ça, si les joueurs sont d'accord, je pense que Davos va connaître d'autres succès. Ça va être une saison difficile. C'est pas parce qu'ils ont gagné un match que ça va tout changer. Mais si les joueurs sont d'accord de jouer ce nouveau système, s'ils sont d'accord, si vraiment il y a eu un changement de mentalité, il va se passer des choses. Messieurs, je vous propose, vu que c'était notre match studio, de regarder un petit peu les tops et flops que vous nous avez sélectionnés. Un flop a commencé par le joueur, selon vous, Marc Gaudreau, qui a été le plus en vue. C'est un certain gardien qui était décrié jusque-là. Oui, je suis content pour lui parce que les gardiens ont une position pas facile. Ce soir, il livre un match parfait, 97% d'arrêt, 1 but sur 30 lancés. Il n'y a rien à dire. L'équipe a été bonne, mais il a fait son boulot. Il y a quelques gros arrêts clés à des moments importants. Et puis, autant on lui a acheté la pierre ces derniers temps, ce soir, il a été parfait. Pas loin du blanchissage, finalement. Oui, c'est dommage pour lui, ce but un petit peu. Mais je pense sincèrement que ce soir, si vous l'interviewez, il va être content d'avoir donné un seul but, d'avoir gagné 5-1 en déplacement. Avec son pourcentage d'arrêt, les gardiens sont très sensibles à ça. 97% d'arrêt, bravo. Lui qui avait big save. Big save sur Simic. Lui qui avait été traité, on le rappelle, dans la presse de boulevard alémanique, de passoire, messieurs. Je pense qu'il ne parle pas le suisse-allemand, il n'a pas dû comprendre. Pas encore. Je ne sais rien. Non, mais c'est vrai qu'il est arrivé dans une configuration un peu spéciale. On l'a engagé parce qu'on sait que Carnot était fâché avec ses 2 gardiens d'avoir des yeux sur l'Amérique. On l'a mis là, puis on l'a dit, tu gardes les buts coûte que coûte, c'est toi qui vas garder les buts, les autres ne verront plus la cage. Et puis, même dans les moments difficiles, je pense qu'on lui aurait rendu service contre Langnau de se retirer de la cage peut-être à 4-0, mais il l'a fait encore plus mal paraître. Mais ce soir, il a rebondi, c'est clair, et chapeau à lui. Bravo à lui. On passe au flop. À vous, Serge, vous avez voulu mettre en lumière, par contre, à l'inverse, les situations spéciales du LHC. Exactement. Disons que les unités spéciales ce soir du côté de Lausanne ne m'ont pas vraiment plu. Dans un premier temps, je veux dire, à 4 contre 5, en infériorité numérique, on donne 3 buts, 3 filets à Davos. Davos, 100% de réussite en power play, c'est-à-dire 0% pour Lausanne en infériorité numérique. C'est la première partie du flop. La deuxième partie du flop, c'est la supériorité numérique de Lausanne. Parce que dans un match comme ce soir, où c'est que Lausanne avait besoin d'émotion, avait besoin de momentum pour se relancer, un but en power play aurait été le bienvenu justement pour relancer les affaires de Lausanne. Malheureusement pour eux, ce n'est pas arrivé. Donc, c'est pour ça que j'ai attribué mon flop aux unités spéciales de Lausanne ce soir. Merci, messieurs, de vous être mouillés. On apprécie toujours votre clairvoyance. Et nous, eh bien, on va voir comment, finalement, les joueurs du LHC analysent cette défaite. On va écouter les propos de Joël Vermine. Joël Vermine, une deuxième défaite consécutive en championnat pour le LHC. C'est la première fois que ça arrive. Qu'est-ce qui vous a manqué ce soir ? Ouais, je pense qu'on a fait beaucoup de choses bien, mais après je pense là que c'était vraiment important devant le cage, devant le but. On n'a pas fait assez pour mériter cette victoire aujourd'hui, je pense. On a appris aujourd'hui la blessure de Dustin Jeffrey, les lignes remodelées. Dans quelle mesure ça vous a dérangé ? Je pense que ça nous pas dérangé. C'est comme ça, on peut plus changer. C'est comme ça. Ouais, c'est pour les autres joueurs, c'est aussi une chance. Alors il faut tout le temps voir le positif, je pense. Ok, merci Joël. Zoug Genève, c'est la prochaine rencontre qui va attirer toute notre attention. À la Bossard Arena, c'est des temps un petit peu plus difficiles. Pas de Garetro, pas de Victor Stolberg, pas de Dario Simeone, tous les 3 blessés, mais on a une certaine profondeur et aussi la possibilité d'aller chercher des jeunes à la Zoug Academy. C'est ce qui a été fait ce soir. Et même avec les jeunes, il y a encore certains leaders, Stéphane, qui prennent leurs responsabilités, à l'image du capitaine Raphaël Diaz. Raphaël Diaz a une vitesse de pied, d'exécution, je te dirais, pas vraiment égalée dans le championnat en défense. Je l'ai vu jouer dimanche passé à Lausanne. Il est rapide, il est dynamique. Là, il a senti le coup, donc c'est lui qui a dessiné ce but-là pour ses coéquipiers. Vous allez me dire, voilà, Robert Mayer a peut-être quelque chose à se reprocher.
Je ne sais pas, mais en tout cas, quand un capitaine comme Diaz, tu l'as dit, quand à 5 minutes du début du match marque le premier goal, ça donne le ton pour l'équipe pour le reste de la soirée en disant, messieurs, ce soir on est là, on va faire un grand truc. Et même s'il manque des joueurs, on va quand même gagner ce match. Et je crois que je peux reprendre vos propos, Marc, parce que le ton a été très bien donné. Zoug continue, enchaîne, part depuis le derrière du but. Il y aura un premier lancé du même capitaine. Et à la réception, Reto Souris pour le 2-0, Serge. Oui, une belle pièce de jeu ici. On a vu Souris, même. J'aime beaucoup le travail de Souris là-dessus parce qu'il est vraiment décisif et agressif sur le rebond. On demande souvent aux joueurs, justement, de se diriger le plus rapidement possible vers la cage lorsqu'un tir est en cette direction. Et puis Souris, très bonne exécution sur le dernier but. Le sursaut d'orgueil des Genevois qui marque 37 secondes après avec un petit peu la même phase de jeu, Stéphane. Oui, c'est un peu. On a mis un puck à la cage. On a vu Richard mettre un puck à la cage, une patate chaude dans les patins du gardien, dans les jambières du gardien. Et là, évidemment, pas de patate chaude. Regardez, on ne sait pas trop où est le puck. Il y a quand même 4 Zougois et fini sur la canne de Jérémy Vick, qui est droitier, qui est à côté du but, facile. Mais Jérémy Vick, messieurs, marque des buts régulièrement cette saison. Hein? Ouais, il le faisait déjà la saison dernière. C'est vraiment un sniper. C'est un joueur qui est devenu un sniper de notre championnat. Entre la 21e et la 38e minute de jeu, messieurs, il y aura un match qui s'équilibre. Genève ayant ses opportunités, mais finalement, le but d'Alatalo sera peut-être le game-winning goal de la soirée. Un slapshot parfait, Marc. Oui, on va répéter la même chose qui a déjà été dit, mais ça devient une vérité absolue. On le voit, les défenseurs cherchent le haut du filet, ont des très bons lancers dans le haut du filet. Quand il y a du trafic, le gardien descend papillon, on ne voit pas partir cette rondelle. C'est sûr que c'est au-dessus des épaules du gardien et c'est goal. Dès cet instant-là, ça a été plus compliqué pour la troupe de Chris Maxorley. On va quand même certainement vous montrer là le joli but de la soirée. 2 passes dans le dos, la finition de David McIntyre. Ça se passe de mots, Serge. Oui, on utilise Souris justement en support sur la ligne des buts et puis une magnifique passe du revers. Je pense que Genève ne s'attendait pas à ce qu'il passe le puck de cette façon-là. Une belle action, ça mérite d'être revu. Il y aura un 5e but du côté des joueurs de la Bossard Arena. À un peu plus de 11 minutes de la fin, là, le défenseur se compromet et Klingberg tout seul s'en va battre un Robert Mayer, là, délaissé par sa défense. Oui, vraiment une soirée difficile là, pour Genève. Malheureusement, le score est sévère. Le but qu'on a vu juste avant, c'est magnifique, mais quand vous prenez un but comme ça, c'est embarrassant pour toute l'équipe. On dit les pantalons un petit peu sur les genoux, ça fait pas plaisir. Et là, ce but-là, c'est pareil, c'est un peu enfoncer le clou. Je pense que Genève... c'est un match difficile à oublier. Puis en plus, semble-t-il qu'on a perdu un certain Tanner Richards. Il est revenu en jeu. Il est revenu en jeu. Il a été touché sur un puck devant la cage au genou, mais il a pu revenir en jeu. Il a pu terminer la rencontre. Heureusement pour Genève. Parce que Stéphane, moi, ce que je voulais dire, c'est que Zoug revient à la victoire après 3 défaites. Donc ça doit faire un bien fou là, pour Dan Tagnos, mais que Genève n'a toujours pas gagné en déplacement. Si j'avais la réponse, j'appellerais Chris pour lui en parler. Mais c'est vrai que sur des matchs comme ce soir, on voit quand même le manque de profondeur de Genève. Tout à fait. Contre un Zoug affaibli aussi. Ça va être, on se répète encore une fois, mais pour Genève, ça va être... Mais il devrait y avoir l'arrivée des étrangers, ou en tout cas d'un étranger, peut-être en début de semaine prochaine. Espérons pour eux, parce que sur la longueur, c'est compliqué. Puis souvent, on commence à remarquer, justement, en parlant de profondeur, on voit les équipes ce soir, les matchs commencent à s'accumuler. Les équipes qui manquent de profondeur, souvent, on coupe le banc, on joue avec moins de joueurs pour justement essayer de gagner les matchs. On n'utilise pas tout notre personnel, mais quand on arrive au 3e match dans la semaine ou le 3 matchs ou 4 matchs en 10 jours, donc le 3e, 4e match, ça commence à être plus difficile. Une réaction aussi dans cette rencontre, c'est celle de l'ancien capitaine du GSHC, c'est Kevin Romy. Kevin Romy, Genève Servette s'incline lourdement à Zoug, mais pourtant on sent que vous avez eu la chance en powerplay de passer devant. Oui, ce soir on a vraiment manqué de lucidité. Je dirais en powerplay, on a eu beaucoup d'occasions, on aurait pu prendre les devants dans le premier tiers-temps et on n'a pas su prendre notre chance. Donc c'est vraiment une déception pour nous et ensuite je pense que le score ne reflète pas vraiment le match. Vous êtes invaincu à domicile et pourtant ouais, j'ai mal. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Oui, rien de spécial, c'est juste qu'on doit être capable de faire un bon premier tiers-temps. On était en général dominé dans les 10 premières minutes.
on doit être plus intelligent sur la route. On sait que l'équipe qui a l'avantage de la glace, ils sortent toujours dur les 10 premières minutes. Et c'est ça qui nous a coûté un petit peu les défaites jusqu'à présent. Donc c'est vraiment, je pense, dans la tête. Car le système, l'équipe est présente. C'est juste dans la tête qu'on doit être un peu mieux préparé pour le début de match sur la route. Merci bien. Et il faudra bien des points précieux sur la route à Genève pour espérer vivre une saison une nouvelle fois en play-off. Allez, bien Rapperswil. Sur le papier, ça peut paraître facile pour un leader qui surfe sur l'eau en ce début de saison face aux néo-promus, mais pourtant, les Biennois ont dû enfiler leur bleu de travail ce soir pour venir à bout de la formation sagalloise. On commence par une première situation avec un but qui a été refusé au HC Bienne en toute fin de premier tiers à 3 secondes. Le chronomètre va s'arrêter. Vous avez encore une dizaine de secondes pour voir la préparation de Pouliot. Et les arbitres n'accordent pas le but, Stéphane, sur la pression en direct, vont voir la vidéo et n'arrivent pas à voir si le puck a franchi la ligne. Donc ils restent sur leur décision. Jugé par vous-même, là, le joueur de Bienne est assez convaincu que le puck a traversé la ligne, mais l'arbitre, il a le coussinet, évidemment, qui le gêne un petit peu, la jambière du gardien. Puis sur la vidéo, il n'y a aucun angle de vue sur la caméra qui nous permet de dire goal. Si la but avait été accordée sur la glace, on avait été à la vidéo, on serait resté avec la décision sur la glace. Mais là, on est resté à la décision sur la glace, c'était pas de goal. La vidéo ne prouve rien. Et l'arbitre est très, très bien placé. Il est là, on le voit, il est à 50 cm de l'action. Donc, comme Stéphane le dit, il n'y a pas d'image qui prouve le goal. Donc, on va en parler beaucoup moins parce que bien a gagné, évidemment. C'est toujours la même chose. Mais à quand, messieurs, les caméras au-dessus du goal? Ça fait... J'ai commencé à arbitrer en Liga en 2000. 2000-2001, on en parlait. On en parle toujours. 2018. Donc, c'est trop compliqué. Configuration des patinoires, ça coûte trop cher. Avec les salaires qui se versent aujourd'hui, messieurs, je ne sais pas si on n'est pas capable de mettre... quelques caméras. Hein? Sérieusement, là, c'est... Parce que ça enlèverait tellement de doutes. Combien de fois on se dit ici sur le plateau, puis dans les patinoires, que si on avait une caméra au-dessus, ça réglerait pas mal de problèmes. Mais voilà, on va rester avec ces problèmes-là. Et les managers qui ne veulent pas, les clubs qui ne veulent pas, donc s'en prendre à eux-mêmes s'ils pensent qu'il y avait un goal ce soir. Oui, vous l'avez dit, moins de polémique car Bienne a gagné et Bienne a réussi à passer l'épaule avec un but de Marco Pedretti à la mi-match pour le 1-0. Superbe passe de la part de Marc-Antoine Pouliot pour l'attaquant jurassien. Oui, effectivement. Déjà au début de l'action, on a un Rayala qui justement met le puck derrière le défenseur de Rapperswil pour Marc-Antoine Pouliot qui a bien repéré Marco Pedretti devant le filet. Une passe lumineuse et puis Pedretti, justement, finalise l'action avec un lancer. Il n'est pas si facile à mettre non plus parce que le puck rebondit encore et Pedretti a le bout de sa crosse bien placé. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle ces petites passes levées, ces petits flip-passes qui sont compliqués à contrôler. Mais là, il y a une belle action et je pense que, sincèrement, Bienne joue du hockey sérieux. Rapperswil joue bien défensivement. Bienne a profité de ces quelques occasions pour gagner ce match. Le score ne va pas beaucoup bouger dans la suite de la rencontre. Il va falloir attendre la fin de rencontre pour voir le 2-0. Et signé de l'homme en feu de ce début de saison. Il s'appelle Tony Rayala. Regardez, il fait à petit peu près ce qu'il veut. Oui, Stéphane, il n'est pas attaqué par l'adversaire, mais marque son 6e but de la saison. Très passif. Regardez, comme un entraînement. Regardez les joueurs de Rapperswil, tout le monde est en train de reculer. Il y a déjoué, en fait, personne. Puis il se retrouve au top des cercles. Un lancer puissant, masqué un petit peu. En plus, il se sert du défenseur un petit peu comme écran. Il a servi une petite feinte au milieu, disons un petit clignotant à gauche. Et puis, mais il est en feu Rayala. Il y a tout qui tourne pour lui dans ce championnat. Tout qui tourne pour le HC Bienne, parce qu'on fait les choses bien du côté du HC Bienne. Début de saison, Tony Truant. Tout va bien pour Bienne, mais Rapperswil ne donne pas l'impression d'être non plus à côté de la plaque. C'est toujours des courtes défaites, Serge, ça ne se passe pas à grand-chose. Ils ont battu Lausanne mardi. Il leur manque quoi pour être peut-être au contact? Parce que s'ils se laissent rapidement distancer, la saison va être difficile. Oui, effectivement. Je pense qu'on parlait de profondeur tout à l'heure. C'est une équipe, entre autres, qui manque de profondeur. On a l'absence en ce moment de 1 ou 2 étrangers. On a quand même l'acclimatation avec la Liga, je veux dire, qui prend un certain temps. Donc, c'est un peu, comme on dit, le destin de ces genres d'équipes-là. On croit toujours qu'on est prêt de la victoire, mais à la fin, c'est une autre défaite ce soir qui s'accumule. Le match était très serré. On a vu là sur le dernier but de Raiola, le score était de 1-0. On perd un puck en zone neutre, bêtement, un revirement. Raiola... Pour lui, c'est un cadeau de Noël. Il récupère ça et puis il descend, tac, comme à l'entraînement. Et puis, bing, le match est terminé avec ce goal.
Oui, Bienne a été sérieux, on vous l'a dit, c'est un nouveau succès pour la formation d'Antti Törmänen. Ça doit donc être assez drôle dans le vestiaire pour le moment. On doit avoir des sourires sur les lèvres. Et à l'interview, peut-être qu'on le décèlera, le sourire de Marco Pedretti. Marco Pedretti, 3 points. J'ai envie de dire que c'est un peu tout ce qu'on retiendra quand même de ce match face à Rapperswil. Ouais, match très difficile à la maison pour nous. Et puis l'important, c'est les 3 points, comme tu le dis. Ça n'a pas été facile pendant toute la soirée. On a réussi à tenir ce score, que le gardien qui fait un grand match, donc Elien, bravo. On vous sentait supérieur. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Qu'est-ce qui était le plus difficile dans ce match? En quoi l'adversaire en fait vous a vraiment gêné? Rapperswil, ils ont une bonne équipe, ils jouent en contre, ils jouent rapidement, ils mettent beaucoup de pression. Puis pour nous, le premier tiers, c'était pas facile de sortir de la zone, donc ils ont bien joué leur plan de match. On n'a pas paniqué, puis on a réussi à mettre ce but qui nous a un petit peu libérés. Et puis de mettre ce deuxième à la fin pour la victoire. Merci bien. Et comment ne pas parler, messieurs, aussi du blanchissage d'Elia Pope, qui avait fait une très bonne première entrée et qui confirme encore ce soir en gardant sa cage à violet, Marc. Oui, vous en avez parlé. On a vu le sourire aussi sur son visage pour un gardien de but, un Jurassien, de venir à Bienne, faire un blanchissage, c'est pour lui un aboutissement. On est très content pour lui de la performance. Il a répondu à l'appel. 2 fois, il a été mis dans la cage cette année. 2 fois, il a répondu. Il a bien joué à Berne. Il a bien joué ce soir. Fait le job à l'Impôt, et ça, c'est un plus. Ça va décharger Hiller. Hiller ne sera pas obligé de garder 48-49 matchs. Peut-être qu'on va réduire son temps. On va peut-être donner 10 matchs à l'Impôt. Puis s'il garde de cette façon-là, l'entraîneur va beaucoup moins hésiter à le mettre dans la cage. Ça va reposer Hiller, qui risque d'être plus frais pour les playoffs. Parce que, bien ici, on peut se le dire. Bienne va faire les playoffs. Cette année devrait faire les playoffs. Écoutez, avec le début de saison, l'année passée, après 8 matchs, j'avais annoncé que Fribourg, après 8 matchs, j'avais 21 points. J'avais annoncé que Fribourg ferait les playoffs. Et je peux vous dire que cette année, Bienne va faire les playoffs, 5 octobre. Stéphane, avec les pronostics, on est toujours ouvert à tout. Et vous savez qu'avec la télévision, ça va vite. Allez, on part au Tessa pour notre 6e et dernier résumé de la soirée à la Valachia pour voir Ambri et Piotta face au CP et Berne. Des Bernois encore en rodage, mais dont on sent le potentiel qui peut éclore lors de chaque rencontre. Et le potentiel, le CP Berne l'a démontré ce soir, messieurs, avec une baffe infligée à Ambri dans son antre. Tout a bien roulé pour les Bernois qui ont quand même fait la différence, on va dire, aux alentours de la 25e minute de jeu. Premier but, powerplay, Gaëtan. Oui, toujours la même chose, toujours ce puck qui circule bien, ce parapluie, Serge en a parlé, cette espèce d'ombrella. Vous avez vu, la rondelle, elle est sous la barre. On a même un poteau là rentrant. Les joueurs de cette qualité, s'ils arrivent à être en haut du cercle, et pouvoir avoir du temps pour ajuster la cage. Il n'y a pas un gardien qui peut toucher à cette rondelle. Manzatto dans les buts, vous l'avez vu, Benjamin Cons n'avait pas connu des dernières sorties, on va dire, très prolifiques, mais l'ancien gardien de Lugano ne peut pas grand-chose là sur le 2-0 de Simon Moser. Oui, on voit une passe très intelligente de la part de Arcobello depuis le coin de la patinoire. Moser qui se précipite devant le filet, une erreur de marquage du côté d'Ambri qui... Moser est complètement seul devant, donc pour des joueurs de cette trempe-là, ça devient facile de marquer des buts. Et le casque jaune dans tout ça, vous allez me dire, le voici en plongeant du revers pour le 3-0. Encore la défense trop passive, Stéphane. Tout le monde a soigné ses statistiques du côté de Berne ce soir. Un peu passif, un rebond. Regardez, quand même un tir sur réception, un bon tir sur réception, et puis ça devient une patate chaude. Le Buck est bloqué en défense, le temps que tout le monde réagisse, et là, ça atterrit sur la canne de Berne qui a été, semble-t-il, très bien placé toute la soirée. Ouais. Quel deuxième tiers, Marc, de Berne, qui va encore inscrire un 4e but dans ces 20 minutes intermédiaires. C'est le doublé pour Gaëtan. Oui, on en a parlé avec Serge quand on regardait le match un petit peu ici sur le plateau. Ambri, toute la soirée, a couru derrière la rondelle. Les 3 joueurs ici regardent le joueur de Berne. Personne ne prend son homme. Et quand la passe se fait, tout le monde tourne la tête comme les spectateurs de la patinoire. Ce soir, c'est un naufrage. Vraiment, il faut parler d'une soirée très, très compliquée pour Ambri. Ça va trop vite pour les Levantins, Serge? Apparemment, ce soir, oui. Disons qu'ils ont été vraiment débordés. On voit qu'il y a beaucoup d'erreurs de marquage dans leur territoire ce soir. On dit souvent aux joueurs il faut être le premier sur le puck si on veut commander le match.
C'est qu'est-ce que Berne a fait ce soir. On voit régulièrement qu'ils sont premiers sur le puck, donc ça leur permet justement d'être dangereux constamment, et puis ça fait mal à Ambry. Ambry, ça fait 2 matchs de suite, mais 13 buts accordés. On a perdu 6-2 mardi, c'est juste 6-2 contre 4-3 hier soir. 4-3 hier soir, et puis là, on a accordé encore 7 buts ce soir. C'est une dure semaine pour les Léventins. On accorde beaucoup de buts. Regardez, on donne les 2 contre 1, les pleines lucarnes. Pauvre gardien, on a changé de gardien, c'est Benjamin Cohn qui est dans la cage, vous avez remarqué. Ça ne change plus rien, hein, que ce soit Cohn ou Manzato, là, le tarif est le même. C'est la fatigue peut-être, Marc, qui s'explique. Là, c'est le 3e match depuis mardi. Oui, mais c'est la même chose pour tout le monde. Hein. Serge en a parlé. Question de profondeur, question de préparation. On a parlé de Hans-Sellers avant, un système défensif très hermétique et tout. Ce soir, on a l'impression qu'Ambry était aux abonnés absents. Ambry sauve quand même l'honneur. Hein. Dominique Sverger, son Autrichien à licence suisse, qui peut marquer le seul but des Bianco Blue. Il y aura encore le 6-1 de Yannick Boren, le jeune défenseur. Berne aujourd'hui a clairement dit, Stéphane, que c'était eux les patrons, que ce soit en déplacement, il n'y avait pas de problème pour eux. Là, ils ont montré qu'ils avaient quand même une excellente équipe de hockey, puis qu'il y avait pas mal de différences entre les meilleurs du championnat et les moins bonnes cylindrées du championnat. De temps en temps, ces équipes n'arrivent pas à tenir le rythme et puis prennent l'eau. Et là, du côté d'Ambry, là, ça va être... Je pense que les entraîneurs ont pas mal de travail à faire pour remettre la confiance dans les oreilles des gars. À Zurich, oui, hier, on passe proche, mais on perd en prolongation. Dans le derby, on perd par un gros score. Ce soir, à la maison, on perd par un gros score. Et connaissant l'impatience des Léventins, en tout cas, le côté partisan, Serge, ça va être dur à vivre au Tessin. Oui, on sait que là-bas, c'est très émotionnel. Hein? Je veux dire, c'est le côté latin qui ressort. Donc, comme on dit dans le canton de Fribourg, ça va parler, ça va jaser dans les chaumières. Ça va jaser. On a fait le tour de toutes les rencontres qui étaient au programme ce soir. On va donc pouvoir récapituler ce qu'il s'est passé dans les différentes patinoires. Bienne et Zug, simplement, se sont imposés à domicile. Pour le reste, c'est des victoires à l'extérieur de Berne, de Zurich, de Davos et de Langnau. Et les incidences au classement après cette journée, eh bien, ça commence à s'éclaircir. En tout cas, en tête de classement, Bienne, Berne, Langnau, trio bernois quand même, messieurs, en tête. On a 6, 7, Ambry et Lugano, les équipes tessinoises, et aussi trio autour de la barre de Lausanne, Fribourg et Genève. On commence après cette journée, Marc, à avoir peut-être des enseignements un petit peu plus clairs. Oui, et heureusement que Bienne est en haut du tableau parce que les Romans se retrouvent toujours autour de la barre. La saison vient de commencer. T'as remarqué ça, toi aussi? Oui, hein, je ne suis pas très bon, mais c'est difficile. Chaque saison, c'est la même musique à chaque année. On a Genève qui a du mal, Lausanne qui a du mal. On est autour de la barre. Bienne, heureusement, s'en sort. Fribourg, un jour sans, un jour avec. Je pense que ce sera encore le même genre de saison. Pour moi, la surprise, là, on avait dit que Lausanne n'arrivait pas à enchaîner les victoires depuis le début de l'année parce qu'on parlait toujours dans la donne positive. Mais là, on a enchaîné 2 défaites de suite. Puis 2 défaites contre les 2 derniers. On a perdu contre Rapi, on a perdu contre Lausanne, contre Davos. Et on a perdu le leader. Le leader, on a perdu Jeffrey. Je pense que Peltonen aussi va se poser des questions, Serge. Tu es entraîneur de Lausanne, tout est beau, les matchs amicaux, on a une grosse cylindrée sur le papier, on est meilleur. Tout le monde était en pleine confiance à Lausanne, tout le monde disait « Wow ». Avec Peltonen en plus, on a trouvé l'entraîneur, tout était beau. Puis là, tout à coup, on va se remettre à se poser des questions. Tout à coup, les choses, en une semaine, là, ça change un peu. Oui, parce que là, ce soir, avec cette défaite de 5-1, surtout à domicile, je veux dire, lorsqu'on perd 5-1 à domicile, c'est clair qu'il y a l'absence de Jeffrey qui a une explication, qui peut servir d'alibi justement pour Lausanne. Mais c'était une soirée compliquée. Et puis, c'est une deuxième défaite d'affilée. Donc, on va avoir du vidéo dans les prochains jours dans les murs de Mallette 2.0. Il n'y aura pas beaucoup de temps parce que ça recommence, bien sûr, dès demain. Merci beaucoup, Serge Pelletier. Merci beaucoup, Marc Gaudreau. Merci, Steph. On se retrouve demain, même place, même heure, à 19h25 pour le coup d'envoi de la prochaine soirée de National League. Merci d'avoir été avec nous. Un grand merci à nos producteurs, à la régie, aux caméras, à tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée et revenez en forme pour la soirée de demain. Allez, bye bye. Merci.